J'ai choisi cet environnement champêtre pour essayer de vous faire un petit point sur le coronavirus. Aujourd'hui, on est le vendredi 20 mars, je profite de ce décor que beaucoup peut-être ne peuvent plus voir puisque la quarantaine se durcit. Pour beaucoup de citadins qui n'ont pas d'autre possibilité que les parcs, les voies sur berge et autres zones un petit peu plus vertes, coulées vertes et autres pour se promener, au fur et à mesure que finalement, dans les faits, même si notre président nous a dit qu'on pourrait sortir pour s'oxygéner et ce qui est indispensable pour capitaliser en vitamine D qui est nécessaire pour se prémunir de beaucoup d'affections, dont celle du coronavirus. D'ailleurs, pendant la grippe espagnole de 1918, on sortait les patients pour leur faire prendre l'air et le soleil et les aider à guérir. Voilà, ça serait très très nécessaire de permettre à la population de le faire, mais comme vous l'avez certainement entendu, la situation de quarantaine de facto devient de plus en plus une obligation de se claquemurer à l'intérieur de chez soi. Alors quand on a un jardin comme fort heureusement, c'est mon cas, on peut encore sortir dans son jardin, mais effectivement, quand il s'agit de personnes en ville, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Pourtant, je vous incite vraiment le plus possible à vous mettre dehors, ne serait-ce que sur un balcon ou une fenêtre. Si vous avez accès au soleil, il faut absolument faire votre réserve de vitamine D. Voyez l'autre vidéo que j'avais enregistrée concernant les conseils du neurochirurgien Russell Blaylock. Sur cette même playlist, là, coronavirus, l'info sans filtre, c'était la vidéo Comment booster son immunité. Voilà, donc je vous invite à vous y référer. Alors, des appels à un durcissement de la quarantaine avec un couvre-feu, vous entendez ça un petit peu en ce moment. On a l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers une loi martiale imposée et l'utilisation de l'armée, comme vous le voyez déjà mis en avant pour les hôpitaux qui débordent, notamment dans des régions comme le Haut-Rhin par exemple. Et effectivement, ce système risque d'être généralisé. On voit qu'il vient d'être appliqué en Italie, puisque dans Lombardie, le Premier ministre a décidé de faire venir l'armée pour imposer la quarantaine. Alors, il y a quelque chose d'un peu schizophrène à avoir finalement si peu insisté pendant des semaines auprès de populations avec des chiffres artificiellement bas qu'on a fait mine de croire en ce qui concerne l'épidémie chinoise, dont on savait que les chiffres étaient grossièrement sous-évalués au vu des mesures prises par la Chine pour essayer de contenir l'épidémie, les quarantaines, la fermeture complète de son économie. Et on savait très bien que les chiffres étaient complètement sous-évalués. Chez nous, de la même manière, on n'a pas du tout insisté sur le fait que on testait finalement très très peu de personnes, faute de kits de tests disponibles. Que les chiffres qui étaient donnés étaient aussi grossièrement sous-évalués. On aurait insisté sur ce fait-là que peut-être les gens auraient justement pris la quarantaine plus au sérieux. Donc c'est un petit peu malhonnête, je dirais, de taper sur le dos des gens et de leur dire regardez, à cause de votre légèreté, nous sommes obligés d'imposer les choses de façon plus stricte avec des amendes, avec des gardes à vue là, qui commencent, avec l'intervention de l'armée, etc., qui se profile à l'horizon, alors qu'en fait, c'est nos autorités qui il y a le relais de la couverture médiatique aussi qui a été donnée à tous les Français, eh bien, ont complètement sous-évalué la difficulté que posait ce coronavirus, ont également sous-évalué complètement la préparation qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire qu'au lieu, vous le savez bien, au lieu d'essayer de faire passer au forceps par 49.3 la réforme des retraites dans le dos de la population, eh bien, il aurait mieux valu à ce moment-là se préoccuper de faire fabriquer des masques, de faire fabriquer du gel. On a beau jeu maintenant de dire oui, nous nous sommes trompés au niveau des autorités sanitaires du pays ou même de notre ancienne ministre de la Santé
santé, on sait très très bien que s'ils ne se sont pas trompés, ils ont sciemment sous-évalué les choses, minimisé les chiffres par rapport à ce qu'ils savaient qui était en train de se passer en Chine, par rapport à ce qui commençait à voir se dessiner en Italie et dont on savait très bien que nous n'en réchapperions pas non plus. Donc là, nous venons d'apprendre par donc le député Retailleau que le nouveau ministre donc de la Santé, Monsieur Véran, a avoué quelque part que les stocks de masques qu'on avait dit avoir depuis des semaines, en fait, on ne les a pas, qu'ils ont été non renouvelés ces stocks depuis 2011 par décision du gouvernement de l'époque. Donc c'est assez étonnant qu'on n'ait à la fois pas prévu, mais qu'on ait aussi dit qu'on avait des masques alors qu'on n'en avait pas, même ne serait-ce qu'un petit peu. Ça peut expliquer aussi pourquoi vous avez beaucoup de soignants qui se plaignent de ne pas être équipés. Ça prouve aussi pourquoi peut-être beaucoup de personnes dans des secteurs critiques de l'alimentaire ou en ce qui concerne les personnes exposées au virus en général, quand ils doivent continuer à aller travailler, comme les routiers ou autres, eh bien, ne peuvent pas en avoir. Et ce qui explique donc que le gouvernement essaye, par la voix de Emmanuel Macron, de faire, d'inciter, on va dire, les Français par civisme, quand ils doivent travailler pour que le pays continue à fonctionner, un minimum, eh bien, soient encouragés à le faire parce qu'ils commencent à appliquer leur droit de retrait. On commence à voir passer des annonces par Bruno Le Maire de bonus de 1000 euros que les employeurs devraient verser à ceux qui choisissent de continuer à travailler, enfin qui choisissent, à qui on dit qu'ils doivent continuer à travailler, sachant que cette fameuse état d'urgence là, ces lois, on va dire un petit peu de plein pouvoir que l'on est en train de donner au gouvernement sont aussi une manière de leur donner la possibilité de réquisitionner volontairement les personnels pour le bien du pays, comme dirais-je. Mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin. On le voit potentiellement avec des réquisitions de biens également, mais également potentiellement ce qu'a fait le Danemark apparemment, donc information à vérifier. Mais ce qu'a fait le Danemark alors qu'ils n'avaient eux que 2 morts à ce moment-là du coronavirus, c'est-à-dire la possibilité d'imposer une vaccination forcée. Alors on va y revenir, mais il faut bien comprendre qu'il y a quatre périls, je dirais, qui nous guettent là dans les semaines et mois qui viennent. Déjà une chose, c'est l'absence de transparence quant à la durée de la quarantaine qui s'annonce. Il faut quand même être clair. Je trouve que l'approche de Boris Johnson en Angleterre est plus honnête. Certes, au début, il avait commencé à dire qu'on devrait take it on the chin, c'est-à-dire assumer et encaisser l'épidémie en essayant de ne pas fermer l'économie ni les écoles. Bon, il a vite, disons, rapidement vu que ça ne serait pas possible. En tout cas, on l'a convaincu que ça ne serait pas possible, c'est sans doute vrai. Du coup, là, il aborde, disons, les choses différemment, un peu plus avec des fermetures, etc. Mais il a l'honnêteté de dire que on ne sait pas du tout combien de temps tout cela, ça va prendre. Ils espèrent qu'en 12 semaines, on puisse inverser la tendance, si tout le monde s'y met. Mais il faut quand même être très clair que personne n'en sait rien. Donc, quand on nous annonce par 2 semaines, toutes les 2 semaines, on va dire quelque chose de différent, parce que là, pour le moment, on nous a annoncé qu'une quarantaine de 2 semaines officiellement, mais très très étonnant, les personnes qui travaillent par exemple dans les petites écoles, les ALAE, etc., eh bien ils savent on leur a dit déjà qu'aucune reprise ne se ferait avant le 4 mai. Donc en même temps où on dit aux Français 2 semaines, on sait par ailleurs que ça sera le 4 mai, minimum. Voilà, évidemment, sans doute plus que ça. L'absence de transparence, elle a lieu aussi en ce qui concerne on va dire, la capacité qu'a le virus d'être propagé par les aérosols. Alors c'est très important ça parce que, en fait, on a dit aux gens, notamment au moment où on leur a dit d'aller voter, par exemple pour les municipales, pour le premier tour, eh bien, on leur a dit clairement, allez voter, vous resterez à 1 mètre, on ne fera pas trop attendre les personnes âgées, etc. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que à ce moment-là, le gouvernement savait, puisque ça avait déjà été montré par des scientifiques chinois depuis début février et par des scientifiques américains depuis début mars, que le virus est également transmissible par les aérosols, c'est-à-dire des micro-gouttelettes qui peuvent rester en suspension dans l'air pendant très longtemps, ce qui explique peut-être pourquoi on ne souhaite pas que les gens aillent non plus dans les lieux publics à l'air, si vous voulez, en ce qui concerne les parcs ou les zones comme ça,
puisqu'on a peur que le virus soit transmis par l'air aussi. Il faut comprendre que, par exemple, ce qu'ont montré les chercheurs américains, c'est que avec des petites mini-gouttelettes, si vous voulez, qui sont en suspension dans l'air, qui sont invisibles, hein, qui ne sont pas donc des postillons plus gros, plus lourds, eh bien, dans un milieu confiné, par exemple, le virus était encore vivant dans des gouttelettes aérosols dans l'air au bout de 3 heures. Ça veut dire que quelqu'un tousse dans un environnement fermé, par exemple, et que quelqu'un d'autre y arrive ensuite, donc dans une pièce, comme un bureau de vote, par exemple, ou dans un bus, par exemple, ou dans un métro. Et les gens qui respirent ce même air vont évidemment potentiellement pouvoir respirer ces mini gouttelettes aérosolisées et donc récupérer du virus. Est-ce que c'est suffisant pour les infecter? On ne sait pas, mais en tout cas c'est suffisant pour préconiser l'utilisation de masques, bien évidemment. Le problème est qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas anticipé, qu'on a préféré s'occuper de faire passer la réforme des retraites, entre autres, et donc pendant ce temps-là, eh bien, on n'a pas de possibilité de protéger les gens. Donc on est de plus en plus en train de dire aux gens, vous restez chez vous, point barre. Voilà. Sachant que donc cette absence de transparence, ça fait aussi qu'on a incité les gens à aller voter. Heureusement, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, si on peut dire, mais c'était vraiment très 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 malhonnête parce qu'à ce moment-là, le gouvernement devait savoir, puisque c'était déjà officiel en Chine et aux États-Unis, que le virus était transmis d'un point de vue aérosol. D'accord. On a également le gouvernement anglais qui l'a dit également sur son site d'information dédié au coronavirus. Voilà. Donc, je voudrais insister sur le fait que, le premier risque évidemment qu'on va avoir auquel on va devoir faire face, c'est le risque de l'épidémie lui-même. Alors l'épidémie, on va dire, on va voir ce qui pourra la juguler. On sait très bien que ce qui se passe en Chine actuellement, c'est qu'officiellement, il y a un retour à la normale. Il n'y a plus de cas, sauf des cas soi-disant importés, ce qui est complètement faux. Vous avez des témoignages qui filtrent quand même encore de la Chine. Par exemple, des témoignages factuels, type, par exemple, Chronopost peut livrer dans les différentes provinces, mais ne peut pas livrer dans toute la province de Hubei, par exemple. La province de Hubei où se trouve Wuhan est complètement fermée. Vous avez également des personnes qui envoient des témoignages dramatiques de fin de ressources, puisque la nourriture qu'ils se font livrer, on va dire, coûte très cher. Les prix ont énormément augmenté. Donc, vous avez des personnes qui, par exemple, sont des employés précaires, des employés à la tâche, qui n'ont plus d'emploi depuis évidemment un moment, et puis qui s'inquiètent parce que en quarantaine, ils n'ont plus d'argent pour acheter la nourriture qu'ils vont devoir se faire livrer. Voilà, donc ça c'est des situations comme à Wuhan par exemple. Vous avez également des choses qui filtrent avec des hôpitaux, vous savez ces fameux hôpitaux de fortune là qui ont été construits à la va-vite, mais aussi ces énormes centres de quarantaine dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire des centres type Palais des Congrès ou autres qui avaient été transformés en gigantesques centres de quarantaine non chauffés, où on voyait des vidéos amateurs de gens qui filmaient avec leur téléphone des personnes grelottantes dans leur lit en doudoune parce que c'était pas chauffé, qui dénonçaient voilà, vous voyez les lits les uns contre les autres pratiquement, donc avec une contagiosité évidemment forcément facilitée. Vous avez également donc des problèmes de confort de base. Elle parlait ces personnes de toilettes à 200 mètres du bâtiment, de pas d'eau chaude pour se laver les mains, pas de traitement médicamenteux, pas d'appareil évidemment pour aider par exemple à la respiration. Également des problèmes de nourriture peu abondante, certainement peu nutritive, évidemment pas de vitamine D, vous imaginez bien dans ces environnements-là, donc des mouroirs quoi. Hein. Et donc ils sont en train de les fermer, sauf que des personnes évoquent justement le fait que ils sont sortis de ces endroits-là, sauf que ils tombent malades ou leurs problèmes empirent et du coup ils ne peuvent pas être soignés alors qu'ils ont des symptômes d'altération des poumons, d'attaque du foie, des reins, etc., qui sont tout à fait en rapport avec les symptômes du coronavirus. Mais parce qu'on ne veut pas les compter dans les statistiques, parce qu'il faut vis-à-vis du gouvernement central, faire remonter que les choses au contraire régressent et qu'il y a de plus en plus de gens qui se remettent, eh bien on ne les comptabilise pas, on ne les soigne pas, on ne les garde pas.
Et ça, malheureusement, c'est la réalité, donc au moins dans la province de Hubei, au moins dans le coin de Wuhan, peut-être dans d'autres régions aussi. Donc dire que, comme la Chine l'a fait en 3 mois, ça va être jugulé, c'est faux, visiblement. Et même avec des mesures chinoises qui sont très, très, évidemment, restrictives. Voilà, donc dans ces conditions, il faut savoir qu'effectivement, ce n'est pas une petite grippette, les chiffres sont sous-évalués, je comprends que les gens se disent tout ça c'est monté de toutes pièces, on ne met pas un pays en quarantaine comme pour nous en France pour 6000 cas et 148 morts, comme c'est ce qui était le cas quand le gouvernement a décidé de bloquer tout le monde à partir de mardi midi. Évidemment, vu ces chiffres-là, ça paraît ridicule, ça paraît exagéré. Mais il faut bien comprendre que la réalité de terrain, elle est tout autre. Il est vrai que nous ne sommes absolument pas, même si on est censé avoir un bon système de santé, nous ne sommes absolument pas équipés pour survivre, entre guillemets, ou gérer cette vague de personnes qui ont besoin de réanimation, qui ont besoin notamment de ventilateurs. Vous avez déjà, comme c'est le cas déjà depuis un petit moment en Italie, ça arrive en France, des obligations de sélection, donc de tri, de qui aura le droit d'avoir le ventilateur et qui ne l'aura pas. Donc déjà, on a diminué la moyenne d'âge des personnes qui seront traitées. C'est 70 ans maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire aujourd'hui, en ce 20 mars, c'est 70 ans et pas de problème on va dire de co-maladie, on va dire, qui pourrait diminuer vos chances de vous en sortir. Ça veut dire qu'effectivement, on est déjà en train d'opérer un petit peu des choix sur qui va vivre et qui va pas vivre, puisque les chiffres qui émanaient de Chine et tels que rapportés par l'OMS montraient que parmi les donc 80%, il y avait 80% de personnes qui s'en sortaient plutôt bien au niveau du virus en termes de réaction, en termes soit d'être asymptomatique, soit d'avoir des symptômes finalement assez légers. Parmi les 20 autres pourcents, il y en avait donc 20% qui allaient avoir besoin d'aller à l'hôpital, il y en allait avoir 5% qui allaient avoir besoin absolument de ventilateur, et ceux qui n'auraient pas d'aide respiratoire, eh bien parmi ceux-là, si vous voulez, le taux de mortalité quand ils ne recevaient pas d'aide respiratoire était de plus de 60%. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire que, en fait, la limitation de ces respirateurs est cruciale. J'ai entendu dire, donc chiffre à confirmer, qu'en France, de toute façon, nous n'avions que à peu près 5000 lits de réanimation. Ça ne veut pas dire même 5000 ventilateurs. Peut-être que nous en avons moins, je ne sais pas. En tout cas, 5000 lits de réanimation, c'est évidemment trop peu pour pouvoir faire face à un grand pic, d'où cette idée de claquemurer les gens chez eux pour éviter qu'il y ait des cas trop concentrés, un pic trop concentré qui implique qu'énormément de gens n'auraient pas accès au système de santé débordé. De fait, en pratique, ce lissage dans le temps peut être logique, mais je pense que cette mise en quarantaine et cette habituation progressive des gens à une certaine privation de liberté, que ce soit dans leurs déplacements ou peut-être pour l'information, y compris sur Internet, potentiellement, est une manière aussi de gérer des futurs mécontentements. Parce que il faut quand même comprendre que si l'économie est arrêtée pendant bien plus que 2 semaines, vous allez avoir beaucoup de problèmes d'approvisionnement, de faillite d'entreprises potentiellement aussi, et donc une crise économique derrière que j'ai déjà évoqué. Si vous voulez, également, si on se trouve en fin d'hiver, on n'a pas grand-chose qui pousse encore dans notre hémisphère. Au niveau de l'hémisphère sud, il y a eu quand même beaucoup de soucis avec les fameuses sauterelles. La Chine, notamment, a aussi eu beaucoup de leurs récoltes qui ont été attaquées par des vers. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'hémisphère sud. Ce qui fait qu'en fait, on risque une pénurie alimentaire aussi. Alors, vous avez une pénurie de circonstances dans des magasins qui sont dévalisés par des personnes qui stockent dans la perspective de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer. Des personnes à qui on dit ne stockez pas. Le problème, c'est qu'effectivement, jusqu'ici, tout ce qu'on leur a dit, c'est toujours avéré faux. C'est-à-dire qu'on leur a dit mais non, ce n'est qu'une grippe, mais non, voilà, on va s'en sortir, c'est pas contagieux, c'est peu contagieux, taux de mortalité peu développé, etc. Et finalement, petit à petit,
sortis, ben, on est toujours revenu sur ce qui se passait. On leur a dit, et comme c'est le cas aux États-Unis, hein, on est en train de démentir des rumeurs de mise en quarantaine généralisée aux États-Unis, mais ça commence à se passer. C'est-à-dire que, par exemple, toute la Californie est maintenant vient d'être mise en quarantaine forcée, si on peut dire, puisque le gouverneur de Californie a demandé à tout le monde de rester chez soi. Vous avez toute la région de San Francisco aussi qui l'a fait déjà il y a plus d'une semaine. Donc vous avez des situations, si vous voulez, qui petit à petit se durcissent et là où on a dit qu'on n'irait pas, eh bien on y va en fait. Et donc s'en sortent bien ceux qui ont anticipé les choses. De la même manière, vous avez vous savez bien actuellement les efforts démesurés des banques centrales pour injecter des milliards, des centaines de milliards par jour d'argent pour essayer de faux argent en fait, d'argent virtuel, hein, pour essayer de sauver les banques de la faillite. Suivez pour cela, si ça vous intéresse, la revue de presse de Jovanovic, ou bien vous suivez par exemple les explications de Monsieur Delamarche par exemple, ou pour ceux qui parlent anglais, vous allez voir le site Zero Hedge, donc Z-E-R-O, Hedge, H-E-D-G-E, et vous aurez une vision un peu plus claire de ce qui est en train de se passer avec des injections énormes de faux argent, enfin d'argent virtuel, pour essayer d'empêcher que le système s'écroule, sachant qu'on a des banques extrêmement fragiles déjà, la Deutsche Bank, mais d'autres aussi qui sont la Lloyds, le Crédit Suisse, etc. Un certain nombre d'entreprises, enfin de banques, mais également évidemment des banques françaises qui surnagent, mais qui ont du mal aussi. Et donc vous avez déjà des retraits d'argent importants, vous avez des banques qui ferment leurs guichets pour limiter ce genre de choses. Vous allez certainement avoir, comme ce qui s'est passé au Liban il y a très peu de temps, il y a à peu près 2 semaines, des restrictions de retrait sur l'argent liquide pour éviter ce qu'on appelle un bank run, donc une panique, si vous voulez, de gens qui viennent retirer leur argent des banques. Voilà, il faut que vous sachiez bien que là, on est dans une situation où l'anticipation est clé pour pouvoir surnager sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent, puisque ne croyez pas qu'il va s'agir de simplement quelques semaines. Donc, première chose, c'est résister à la maladie elle-même. Donc, on l'a vu, essayer d'éviter les contacts, mais également et surtout booster votre système immunitaire, parce que la majorité des pays commencent à dire qu'au moins 50% des gens seront atteints d'ici à quelques semaines, d'ici à peu près 8 à 12 semaines. Donc, ça veut dire que malgré ces mesures restrictives, ils n'espèrent pas vraiment empêcher une grosse partie de la population de l'avoir. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout booster votre système immunitaire. Ça veut dire éviter tout ce qui le plombe. Et les ondes en sont. Donc là, avec les gens claquemurés à l'intérieur, s'ils passent leur temps sur Internet avec le Wi-Fi ou sur le portable, ça va pas les aider. Également, en ce qui concerne la vitamine D, je vous en ai parlé. Également, évidemment, tout ce qui est vitamine C. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète, congeler les pots d'agrumes. Si vous n'en avez plus dans quelques temps, vous aurez au moins la possibilité de gratter les peaux, puisque c'est là qu'il y a le plus de vitamine C, en particulier dans la peau de citron, pour pouvoir avoir un apport de vitamine C conséquent quand même. Essayez voilà, rappelez-vous que la vitamine C quand même est détruite par la chaleur en bonne partie, donc évitez de chauffer les choses. Mangez beaucoup de cru, de toute façon, peut-être qu'il y aura des pénuries de gaz, donc mangez beaucoup de cru, ça peut aider. Évitez tout ce qui est produits laitiers. Souvent, des personnes, sans le savoir, sont intolérantes au lactose, à la caséine, etc. Limiter le sucre qui est immunosuppresseur aussi. Essayer de bien dormir parce que vraiment le sommeil est indispensable pour essayer de bien résister. Donc ça veut dire aussi se déstresser de temps en temps, voilà, regarder des films drôles, essayer de faire des choses un peu amusantes en famille. Détendez-vous, écoutez de la belle musique, faites de la méditation, respirez calmement. Pour ceux qui connaissent le principe de la cohérence cardiaque, ou cherchez-le sur Internet. Voilà, essayez de rester voilà, zen aussi au milieu de tout ça. Si vous avez mal à la gorge, des gargarismes avec de l'eau vinaigrée, déjà, ça aide aussi, par exemple. Ça aide voilà, à épurer un petit peu ce qu'on peut avoir dans la gorge. Voilà, essayez de vous booster à différents niveaux. Pour ceux qu'on puisse procurer le zinc et le sélénium dont je parlais dans la vidéo du docteur Blaylock, eh bien, prenez-en. N'oubliez pas le chlorure de magnésium aussi qui peut aider
à petite dose pour pas avoir les intestins dérangés. Voilà. Et puis maximiser donc les fruits et les légumes frais le plus cru possible pour vous, voilà, pour vous booster la santé. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est résister donc à la quarantaine elle-même. Donc il va y avoir la pénurie. Les pénuries dont je vous parlais parce que avec des problèmes d'approvisionnement, avec une restriction du nombre de personnes qui vont vraiment aller travailler, parce qu'il va y avoir des gens malades, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont plus pas oser sortir à cause du virus, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes d'approvisionnement importants. Et plus ça dure, plus les gens qui ont fait des courses pour une quinzaine de jours vont se retrouver forcés de faire des réapprovisionnements et vont avoir tendance à stocker aussi. Donc on est dans une circonstance où il risque d'y avoir des pénuries d'un certain nombre de choses. Donc essayez d'anticiper sur ces choses-là et pas uniquement sur des pâtes et du riz d'ailleurs, mais également sur des produits de première nécessité, pas tous uniquement alimentaires d'ailleurs. Ensuite, ça va être résister à l'impact économique de cet arrêt complet de notre économie. Donc ça va dire qu'il va y avoir une phase, si vous voulez, de creux économique important, probablement de faillite, probablement de licenciement, même si je sais que le gouvernement a indiqué qu'ils allaient aider. Il va y avoir un stimulus économique au niveau des entreprises avec des allègements de charges, avec voilà, on va mettre la pédale douce sur un certain nombre de choses, mais ça risque de ne pas suffire pour énormément d'indépendants sur la durée ou de petites entreprises qui n'ont pas la trésorerie suffisante pour assumer cela. De toute façon, c'est sûr qu'il y aura un contre-coup national aux mesures généreuses annoncées par le gouvernement d'assumer les salaires de toutes les personnes mises en chômage, on va dire de facto, en chômage technique, si ceci se prolonge, et cela va se prolonger, c'est sûr. La seule chose, c'est que chez nous, on essaye de nous le dire petit à petit pour pas soi-disant nous affoler, mais ce que ça fait, c'est que ça nous empêche d'anticiper et de prévoir les choses. Donc, gérer ce contre-coup-là, gérer sans doute une augmentation des prix, des éléments de première nécessité. Quand vous voyez qu'il y a une forte demande pour quelque chose, eh bien les prix s'envolent. On l'a vu avec les gels hydroalcooliques, avec l'alcool, avec les masques quand on pouvait encore se les procurer, etc., etc. Indépendamment des arnaques existantes aujourd'hui avec pillage des hôpitaux et revente entre guillemets au marché noir, ceci pourrait aussi tout à fait se produire sur d'autres éléments de première nécessité ou de nourriture si les choses se prolongent. Voilà. Donc l'anticipation, c'est aussi anticiper probablement en ayant un peu d'argent liquide avec soi, puisqu'il y a des restrictions de retrait. Et puis derrière, eh bien, il y a ce qui nous attend après. Donc le après, enfin, avant de venir à ça, je voudrais juste dire aussi que j'incite tous ceux qui ont un jardin à essayer de cultiver les choses, puisque pareil, on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir manger dans quelques mois, et peut-être que des compléments personnels seront utiles. Et si on est nombreux à le faire, eh bien, on aura peut-être, disons, plus de chances de s'en sortir collectivement. Il est probable que le gouvernement utilise l'armée pour empêcher également éventuellement des chaos. S'il y a des pénuries, il peut y avoir des vols d'autres choses que des masques, voilà, des pillages, des choses comme ça. Donc je sais que je vous parle de quelque chose qui est peut-être de l'anticipation, mais justement, cette vidéo, elle est censée être de l'anticipation, elle est censée vous aider aussi à voir ce qui va se passer, ou qui a de grandes chances de se passer. Voilà. Le dernier danger qui nous guette, je dirais, c'est quelque chose, alors qui n'est pas sûr, mais qui commence à se dessiner. Il faut quand même comprendre qu'il y a des choses un petit peu louches qui se passent autour de cette épidémie de coronavirus. Bon, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet de l'origine ou des débats sur les différentes origines possibles de ce virus. Une chose semble claire, c'est que la notion d'une épidémie originant dans un marché de bêtes un peu sauvages qui sont vendues, consommées, porteuses du virus, voilà, semble complètement farfelu de plus en plus. L'analyse génomique du virus et de ses différentes formes
semble bien montrer que c'est un virus qui a subi une modification faite en laboratoire, puisque les outils de laboratoire utilisés pour modifier le génome sont encore visibles, si vous voulez, dans l'ADN. Donc tout le monde a pu voir, tous ceux qui ont fait des analyses de ces génomes ont pu voir les traces de ces éléments introduits. Vous avez également cette hypothèse, donc le laboratoire on va dire de virologie P4, c'est-à-dire un laboratoire fait aussi pour gérer les pathogènes les plus dangereux, généralement associés à des recherches d'armes biologiques, à Wuhan, aurait peut-être laissé filtrer ce virus qui se serait ensuite répandu sur l'ensemble de la planète. Sauf que depuis, des équipes ont analysé notamment les souches italiennes et les souches iraniennes et ont trouvé qu'elles n'étaient pas originaires de la souche chinoise et que par contre, alors étonnant, mais voilà, je vous mettrai les liens, il y aurait en fait une sorte d'arbre à ces différentes branches et que cet arbre serait retrouvé aux États-Unis, le seul pays à posséder apparemment les 5 grandes souches, donc du virus en question, le Covid-19, avec ses différentes variantes. Donc pour les généticiens, il semble clair que quand un pays a, on va dire, l'origine, on va dire, en niveau génomique, c'est les différentes variantes qui en découlent sont arrivées évidemment de façon postérieure et pas antérieure. Alors c'est vrai que c'est assez étrange, mais vous avez eu à Wuhan spécifiquement en octobre des jeux militaires, si vous voulez, qui ont été organisés visiblement avec des militaires américains qui sont venus à Wuhan et qui pourraient peut-être certains avoir été porteurs du virus. En tout cas, c'est ce que la Chine affirme, mais il semble qu'il y ait effectivement d'autres chercheurs, y compris japonais, qui semblent avoir mis les choses, mis en avant ce genre de choses. Je vous mettrai le lien si vous pouvez aller le regarder, ça serait intéressant. Un élément aussi, c'est que peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas les États-Unis sont impliqués dans énormément de programmes de recherche d'armes biologiques un peu partout dans le monde. Ils ont plusieurs laboratoires à différents endroits, dont également dans les pays qui ont vu l'épidémie d'Ebola en 2014. Ils en ont en Ukraine, ils en ont à plein d'endroits. Mais aux États-Unis, le cœur de ce programme, si vous voulez, est situé dans un endroit qui s'appelle Fort Detrick. Et ce Fort Detrick a été les opérations de recherche d'armes biologiques de Fort Detrick ont été fermées en août dernier par le CDC, le Center for Disease Control américain, qui est donc un peu le gendarme, on va dire, de la santé américaine là-bas. Et ce CDC avait fermé temporairement les opérations donc, d'armes biologiques, de recherche d'armes biologiques de Fort Detrick, parce que il y avait effectivement eu des fuites, apparemment, dans tout ce qui est évacuation des rejets d'eau sanitaire, etc., des fuites de virus. Donc ça n'était pas assez sécurisé. Et il semblerait que des pneumonies assez importantes dans le coin aient été repérées à ce moment-là, étant classifiées comme pneumonie, mais voilà, on n'en sait pas plus. Donc, est-ce que c'est vrai tout ça? On n'en sait rien. Si c'est le cas, sans doute que l'épidémie aurait dû se développer de façon très importante d'abord aux États-Unis plutôt qu'en Chine, à moins qu'il y ait eu quelque chose de favorisant en Chine qui ait affaibli le système immunitaire des personnes et qui ait permis au virus de s'implanter, de se développer, voire de muter, je ne sais pas, avec une forme plus agressive. C'est vrai qu'à Wuhan, ils avaient installé 10 000 antennes 5G juste avant le début de l'épidémie. Donc est-ce que ça a par ailleurs fragiliser les habitants et déclencher quelque chose de plus méchant? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a des choses un petit peu étranges autour de la naissance de ce virus et de la manière dont on s'y prépare. Donc je vous ferai une émission spécifique là-dessus, mais juste pour donner un aperçu rapide, moi je m'interroge sur le rôle de Bill Gates dans tout cela. Je vous explique pourquoi. Alors c'est vrai que la fondation Bill and Melinda Gates, donc, ainsi que le Forum économique de Davos, l'organisation du Forum économique de Davos, ont cautionné, ont fondé, ont financé ensemble avec l'université Johns Hopkins aux États-Unis, qui se spécialise donc dans le suivi épidémiologique, ont financé, comme beaucoup d'entre vous le savez sans doute déjà, une simulation donc à la mi-octobre, le 18 octobre 2019,
donc pendant 2-3 jours, ils ont financé une simulation, si vous voulez, avec des institutionnels, d'une épidémie, de l'impact d'une épidémie, d'une pandémie au coronavirus, qui émanerait d'ailleurs d'une chauve-souris, qui serait transmise ensuite à des porcs, et qui ensuite arriverait au niveau de la population humaine, et qui ferait, d'après leurs prévisions, estimations, anticipations, 65 millions de morts. Voilà. Alors, il faut savoir que cette organisation, de cet événement s'appelle Event 201, donc Event comme événement, E-V-E-N-T, pour ceux qui veulent le chercher, 201. Effectivement, c'est la quatrième simulation organisée par les mêmes institutionnels, enfin les mêmes sponsors, si on peut dire, avec des institutionnels depuis le SRAS de 2003. Ça s'est toujours traduit par des achats massifs de stocks de vaccins par les institutionnels à qui on prouvait par A plus B qu'ils n'étaient pas préparés pour résister à une pandémie sur tel germe ou tel germe ou tel germe. Donc jusqu'ici, peut-être des esprits chagrins pourraient dire que c'était fait pour essayer de vendre des vaccins en faisant que les gens stockent, allaient savoir quelque chose, mais un vaccin qui n'existait pas encore. Sauf que dans le même temps, vous avez quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire qu'en janvier 2020, vous avez un projet ID 2020, c'est-à-dire ID 2020, c'est-à-dire ID comme identification, qui a été lancé officiellement également par la Bill and Melinda Gates Foundation et également confirmé par le forum, le forum de Davos, donc le forum économique mondial, qui concerne le lancement d'un projet d'identification numérique via vaccination. Je vous explique comment ça marche. Alors, de la même manière qu'on nous fait miroiter depuis quelques années les mirifiques gains au niveau business des objets connectés en les promettant un très très bel avenir pour tous ceux qui voudraient investir dans le domaine, eh bien, si vous allez traîner un petit peu sur les sites internet correspondant à l'identité numérique, eh bien, vous voyez la même chose. On promet des développements mirifiques de l'identité numérique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une puce implantée sous la peau. Alors je sais que ça fait des années qu'il y a des gens qui sont traités de complotistes parce qu'ils l'annoncent, mais maintenant c'est officiel. C'est donc des mini-puces qui seraient le nouvel Eldorado, permettant à des pays de pouvoir évidemment gérer leur population de façon très moderne et optimale. Et vous avez donc ce projet ID 2020 qui est lancé officiellement donc avec la confirmation du forum de Davos et donc le financement de la Bill and Melinda Gates Foundation depuis janvier 2020. Donc au moment où justement l'épidémie commençait à prendre de plus en plus d'ampleur en Chine et juste avant qu'on commence à annoncer des recherches fulgurantes sur des vaccins pour cette maladie. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ils ont déjà des projets en cours avec des pays comme le Bangladesh, des pays d'Afrique aussi. Alors, si vous comprenez l'anglais, je vous mets un lien de toute façon qui va vous permettre d'aller voir la manière extrêmement jargonesque, business dont c'est exprimé, avec laquelle c'est exprimé sur ces sites. Voilà, on fait l'apologie de cette nouvelle forme d'identification en faisant miroiter à ces pays du tiers-monde des manières très modernes de gérer leurs personnes et leurs économies, leurs habitants et leurs économies. On explique avec un cynisme confondant qu'on a également pucé des SDF à Austin pour les aider à reprendre le contrôle de leurs informations d'identité. On n'a pas fait ça avec de la classe moyenne, supérieure, blanche, bien connectée, bien informée, bien sécure financièrement. On a fait ça avec des SDF pour les aider et également avec 3000 migrants également, donc aux États-Unis, pour les aider aussi à suivre mieux leur santé, etc., s'ils avaient des problèmes de santé. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce qui se profile à l'horizon. Et ce qu'il y a derrière, c'est effectivement, très officiellement, l'utilisation pour ce programme ID 2020, donc d'une injection vaccinale permettant d'injecter également une puce numérique qui permettrait d'identifier donc toute la population avec une croissance exponentielle du nombre de personnes, voilà, du nombre de personnes, on va dire, pucées.
Voilà. Alors évidemment, c'est présenté comme étant quelque chose de très positif, mais vous pouvez lire entre les lignes ce que ça veut dire. Alors le souci, si vous voulez, c'est que la mise en place d'un on va dire d'une loi martiale, d'un état d'urgence plus avec l'armée un peu partout, avec les préfets autorisés à prendre toute décision, toute mesure, toute voilà précaution pour empêcher la propagation de l'épidémie. Dans un premier temps, ça nous est présenté comme quelque chose qui est lié à cette quarantaine en fait que nous vivons, mais malheureusement, ça pourrait servir à plus que ça. Et là encore, c'est présenté comme étant voilà pour 12 jours, mais vous savez très bien que ça va être renouvelé. Voilà. Ceux qui veulent investiguer ce système, donc Event 201, donc la simulation dont je vous parlais de la pandémie au coronavirus d'octobre dernier, ceux qui veulent investiguer donc ce projet de puçage par injection vaccinale, c'est donc le projet ID 2020, donc 2020. Vous avez également Gavi, donc c'est une sorte d'agence, si vous voulez, internationale, également financée en partie par la Bill and Melinda Gates Foundation, qui est également donc impliquée dans ce projet. C'est une agence internationale de vaccination, de promotion de vaccination dans tous les pays, en particulier les pays pauvres. Vous avez également l'implication de la Bill and Melinda Gates Foundation dans toute une série de laboratoires et en particulier un laboratoire Moderna, pardon, Moderna donc aux États-Unis, qui est, on s'étonne un peu, le premier laboratoire à avoir annoncé au monde un vaccin déjà disponible sur le coronavirus, avoir expliqué que il n'était pas nécessaire de tester sur des animaux parce qu'il y avait urgence, en gros, de tester sur des êtres humains. Vous savez que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, on a donné de l'argent, par exemple en Angleterre, l'équivalent en dollars de 4 500 dollars de primes pour ceux qui accepteraient de se faire injecter ce vaccin et ensuite une version soi-disant atténuée du virus. Le laboratoire Moderna a affirmé que potentiellement d'ici 3 mois, il pourrait avoir un vaccin disponible. Donc quand on nous dit ça risque d'être seulement pour on va dire un an et demi, etc., ça n'est pas sûr du tout. Et potentiellement, ça pourrait être quelque chose de très accéléré, avec ou sans puce, mais en tout cas, il s'agit malheureusement de vaccins très très spéciaux. C'est des vaccins à ARN recombinant, c'est-à-dire l'ARN, c'est quand même des éléments qui peuvent impacter notre ADN, comme cela a été prouvé maintenant, et donc c'est quelque chose qui jusqu'ici n'a jamais été approuvé pour l'être humain. Donc on est un petit peu inquiet par rapport à cela, indépendamment de tout risque potentiel d'un vaccin qui aurait été disons développé à la va-vite et qui pourrait être potentiellement dangereux. Bon, je rappelle qu'il y a eu de nombreux cas de narcolepsie, c'est-à-dire de problèmes on pourrait dire de maladie du sommeil, d'extrême affaiblissement qui a perturbé la vie de beaucoup de personnes, en particulier en Suède au moment donc du H1N1. Où beaucoup de gens en Suède ont été vaccinés contre cela et où vous avez eu de nombreux cas malheureusement de narcolepsie. Donc outre l'aspect un peu crainte qu'un vaccin développé à la va-vite puisse être plus nocif qu'autre chose, vous avez également la crainte de ces nouveaux vaccins à ARN qui seraient développés et autorisés pour la première fois sur l'être humain avec des potentiels d'impact sur notre ADN à l'avenir, sachant que ce qui a été développé, c'est des systèmes où les ondes électromagnétiques, si vous voulez, c'est les cellules soumises à certaines ondes électromagnétiques s'ouvrent pour laisser passer des plasmides donc porteurs de cet ARN. Donc on est dans quelque chose de particulièrement potentiellement dangereux pour l'être humain et qui jusqu'ici n'a jamais été on va dire autorisé. Le souci de cette situation de peur, de loi martiale, de restrictions sur les libertés, de restrictions sur l'expression potentielle. Je veux dire, il y a des bruits de couloir aux États-Unis qui parlent de potentiellement fermer temporairement l'accès à Internet à certains endroits ou pour certaines périodes si les choses deviennent chaotiques. Ça a déjà été pratiqué à Wuhan dans certains endroits de fermer carrément l'Internet. Alors on n'est pas en Chine, mais allez savoir si les situations se dégradent suffisamment.
évidemment, on peut peut-être avoir des impacts comme ça. Donc il faut savoir que on est dans une situation où on ne sait pas où on va et on ne sait pas jusqu'où s'arrêteront les privations de liberté et les impositions aux gens. À vérifier, mais il semblerait qu'au Danemark, alors qu'il n'avait que 2 morts à ce moment-là, c'est-à-dire il y a très peu de temps, il y a une semaine à peu près, eh bien, ils ont passé une loi extrêmement coercitive qui rend légale l'obligation vaccinale, sachant que on ne voyait pas pourquoi, vu le nombre de morts et de personnes infectées au Danemark, on avait besoin d'en arriver à ce niveau-là de sanctions, entre guillemets, ou d'imposition avec un état d'urgence, quoi. Et effectivement, apparemment, ils n'ont pas passé quelque chose qui était dans les tuyaux, qui était l'imposition, enfin la possibilité pour la police de rentrer chez les gens pour exécuter ces ordres-là. Nous, en France, souvenez-vous, ce qui est en train d'être donné comme plein pouvoir au gouvernement, c'est toute personne qui désobéirait aux ordres en question donnés dans ce cadre-là de prévention de l'épidémie, qui est très large, eh bien risquerait 10 000 € d'amende et 6 mois de prison, pour le moment. Voilà, donc moi j'attire l'attention vraiment sur cette politique qui se met en place de division. On divise les gens, on les claque-murs les uns chez les autres, on les empêche de se réunir. Effectivement, on comprend la notion de transmission directe, mais malheureusement ça pourrait être l'arbre qui cache la forêt quand même. Donc il va falloir, et ça c'est le 4e péril, je dirais, qui nous guette, il va falloir être très vigilant sur ce qui se passe dans une 4e phase, après la phase ou concomitamment avec la phase de diminution petit à petit de l'épidémie, au fur et à mesure que éventuellement des vaccins vont être disponibles d'ici quelques mois. Malheureusement, des vaccins probablement à ARN et avec ou sans puce, mais en tout cas qui auront été développés très vite et peu testés, ou testés très rapidement. Il va falloir être vigilant sur les mesures qui pourraient être imposées. J'espère me tromper, mais malheureusement, il y a plusieurs personnes et plusieurs institutions qui semblent, disons, confirmer ce genre d'hypothèse. Voilà. Alors je vous invite déjà à essayer de lutter contre le premier péril, le premier péril, le virus lui-même, et à essayer de protéger votre famille le plus possible, mais aussi à booster votre immunité à vous et à votre famille. Essayez de vous mettre au soleil, je répète. Essayez de vous procurer ce que vous pouvez vous procurer encore tant que c'est encore disponible, que ce soit en nourriture fraîche, en nourriture non périssable, mais légumes qui se conservent, et également en éléments de première nécessité. Assurez-vous d'avoir un peu de liquide, d'avoir un peu d'essence. Je ne dis pas dévaliser les banques ni dévaliser les stations-service, mais avoir un petit peu de réserve. Et ensuite, d'être vigilant sur la manière dont les choses vont évoluer, en prenant votre mal en patience aussi, parce que malheureusement, ça risque de durer. À bientôt et soyez solidaires malgré ce qui s'annonce. On aura besoin d'être unis dans tout ce qui pourrait peut-être arriver dans une phase 4. Voilà. À bientôt. Au revoir.